red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. Les troupes de Bachar el-Assad, dans la nuit et ce matin, ont procédé à un véritable massacre. الحكومة السورية والجيش السوري لم يستخدموا السلاح الكيميائي أبداً. الله أكبر. الله أكبر. Now we must stand up and act. L'offensive de l'armée a commencé bien avant le lever du soleil. Ce 21 août 2013, les forces gouvernementales tentent de reconquérir les zones rebelles dans la Ghouta, tout près de Damas. Mais quelques heures après les premiers tirs d'artillerie, les vidéos de victimes présumées d'armes chimiques envahissent les réseaux sociaux et les médias du monde entier. 11 sites auraient été touchés. C'était en vérité l'apocalypse pour les gens. D'abord, ils ont attaqué avec les avions pour que les gens descendent dans les caves. Puis ils ont utilisé l'arme chimique. Puis ils ont utilisé les canons pour disperser les gaz. Puis ils ont utilisé les avions une autre fois. Ma première réaction a été une réaction d'horreur, parce que notre équipe d'inspecteurs était sur place à Damas pour chercher des preuves sur 3 sites, à Ran al-Assal et à 2 autres endroits. Et la Ghouta est dans la banlieue de Damas, c'est très proche. Je me suis demandé comment il était possible qu'il y ait une telle attaque alors qu'ils étaient en ville, dont le pays est en train d'enquêter. Je n'ai pas du tout été surpris. Je sais que Bachar el-Assad fera tout ce qui est nécessaire pour rester au pouvoir. Logiquement parlant, le gouvernement syrien n'aurait pas eu besoin ou l'audace, si vous voulez, d'utiliser l'arme chimique alors que les enquêteurs étaient en place, étaient sur place. Donc, ça n'a pas de sens. J'ai immédiatement consulté plusieurs personnes, dont le vice-ministre des Affaires étrangères. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails. J'ai insisté pour que les inspecteurs puissent se rendre sur place. Et le secrétaire général m'a demandé de me rendre immédiatement à Damas pour négocier avec le gouvernement un accès à la Ghouta. Dès le début, on a dit OK aux experts d'aller enquêter dans la Ghouta, alors que la Ghouta elle-même ne faisait pas partie de l'accord. L'accord cadre que nous avons signé avec le secrétaire général. Après 2 jours de négociations, ils ont accepté de donner un accès aux inspecteurs. Pendant ce temps, nous avions tout préparé pour que notre équipe soit prête. À la minute où nous avons eu le feu vert, nous avons dit « Très bien, nous y allons ». C'est la toute première fois, à ma connaissance, qu'une équipe enquête sur l'utilisation d'armes chimiques seulement 4 jours après l'attaque. Ça a été très très rapide. Tout était encore frais. Selon les estimations, entre 300 et 1400 Syriens ont perdu la vie lors de cette attaque chimique. Damas et les rebelles se rejettent la responsabilité, mais pour les capitales occidentales, pas de doute, c'est bien le régime de Bachar el-Assad qui est coupable. Une accusation qui oblige Washington à agir. Depuis l'été 2012, l'utilisation d'armes chimiques était une ligne rouge, brandie par Barack Obama. Il pensait que ça les dissuaderait de les utiliser. Mais à l'automne 2012, ils ont commencé à les déplacer. Alors les États-Unis ont modifié leur ligne rouge en disant « Ce n'est pas l'utilisation ou le transfert d'armes chimiques, c'est uniquement l'utilisation ». Et quand elles ont commencé à être utilisées, les États-Unis ont encore modifié leur ligne rouge au printemps 2013 à utilisation systématique. En août 2013, le nombre d'incidents et leur ampleur montraient clairement que c'était systématique et ça franchissait la ligne rouge. Après ces attaques, le président Obama a invité le sénateur Graham et moi-même dans le bureau ovale. Il a dit qu'il avait 3 objectifs. Augmenter les capacités de l'armée syrienne libre, réduire celles de Bachar el-Assad,
et changer la dynamique sur le front pour que Bachar al-Assad n'ait plus l'avantage. Malheureusement, le président n'en a plus jamais parlé. Ils avaient besoin d'un choc médiatique, d'un choc humanitaire. Ils avaient besoin de montrer du sang syrien sur les écrans de la télévision et d'accuser le gouvernement syrien d'être derrière ces massacres. Ils avaient besoin d'un prétexte. Les gouvernements américains et occidentaux ont fait sortir des membres de l'opposition du pays pour leur faire des examens. On savait que des armes chimiques étaient utilisées en Syrie. Donc il a fallu plusieurs jours pour faire sortir des échantillons de la Ghouta. Là, les échantillons ont été comparés avec les autres preuves. Et il s'agit des preuves les plus solides qu'avaient les États-Unis. À Damas, comme à Paris ou Washington, le spectre de l'Irak plane sur les opinions publiques. 10 ans après, les Américains recommenceraient-ils à vouloir déclencher une intervention militaire sans preuve formelle? Car les inspecteurs de l'ONU n'ont pas encore rendu leurs conclusions et sont toujours dans le pays. L'Irak reste le fantôme dans le placard. Personne ne veut recommencer la même chose. Il y a une suspicion naturelle et compréhensible quand un cas similaire en surface se présente. C'est ce que j'ai dit au secrétaire général, c'est ce que j'ai dit à Mme Kane, c'est ce que j'ai dit au Dr Sellstrom, c'est ce que j'ai dit à tout le monde à l'époque. Ne répétez pas le scénario irakien. Vous êtes les représentants du soi-disant Organisation des Nations Unies, la soi-disant communauté internationale. Ne tombez pas dans le piège d'être utilisés par les agresseurs de la Syrie gratuitement et d'une façon sans vergogne. Mais contrairement au déclenchement de la guerre en Irak, l'opposition comme le gouvernement syrien s'accordent sur un point. Il y a bel et bien eu attaque chimique le 21 août, et de nombreux Syriens sont morts lors de cette attaque. Les inspecteurs de l'ONU le confirment quelques semaines plus tard, sans pour autant désigner de coupables. Leur mandat ne les autorise pas à établir les responsabilités. Si on regarde l'attaque chimique qui a eu lieu dans le métro à Tokyo en 1997, du gaz sarin avait été utilisé. Et c'était une forme très pure du sarin. S'il est très pur, il s'évapore très rapidement. Le sarin qui a été utilisé dans l'attaque de la Ghouta est beaucoup plus sophistiqué. Il a été mélangé avec des stabilisateurs, donc il reste au sol bien plus longtemps et il frappe plus de personnes. Les agences de renseignement avaient vraiment peu de doutes. Ils avaient une série d'indicateurs, des échantillons, les corps trouvés sur place. Ils ont calculé les trajectoires des missiles, d'où ils étaient tirés, visiblement depuis des zones gouvernementales et non des zones rebelles. Et ils ont conclu, logiquement, que ces armes étaient entre les mains du gouvernement et que les rebelles n'avaient rien de cette envergure. Vous avez beaucoup d'informations sur Internet. Vous pouvez faire aujourd'hui des choses qui étaient impossibles il y a 20 ans, tout simplement parce que vous n'aviez pas accès à ces informations. Donc ce n'est plus un domaine sophistiqué réservé aux scientifiques. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Ce n'est pas uniquement du domaine du gouvernement. C'était, je crois, la volonté du régime de défier le monde, de dire nous allons faire ce que nous voulons. Ça n'a jamais été à l'esprit des dirigeants syriens militaires ou politiques d'utiliser l'arme chimique contre notre propre peuple. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Quant à savoir qui est responsable de cette attaque, c'est très difficile. Pouvez-vous prouver devant un tribunal qui les a utilisés? Non, vous ne pouvez pas. Les capitales occidentales se font de plus en plus menaçantes. Les États-Unis déploient des moyens militaires au large des côtes syriennes. La France annonce, elle, son intention de participer à des frappes ciblées qui semblent désormais imminentes. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Je pense qu'ils étaient prêts à frapper, ils avaient des cibles et je sais que d'autres pays de la région étaient prêts à y aller. Ça a été pris très au sérieux par le commandement militaire et toutes les préparations nécessaires ont été faites. Nous aurions riposté avec tous les moyens dont nous disposions.
À l'image des Occidentaux qui multiplient les apparitions dans les médias, Bachar el-Assad lui aussi mis sur la communication. 10 jours après les attaques, les journalistes étrangers qui entraient jusqu'à présent au compte-gouttes dans le pays sont soudainement autorisés à entrer en masse. Le président syrien et ses ministres multiplient eux les entretiens devant les caméras du monde entier. Le pouvoir syrien marque-t-il des points dans l'opinion ou est-ce la peur d'un nouvel Irak qui l'emporte? Le 29 août, le Parlement britannique rejette en tout cas toute intervention militaire et porte un coup sévère au projet de Barack Obama. Tout à coup, nous étions dans une situation où 10 ans après la rupture entre la France et les États-Unis sur l'Irak, la France était devenue notre meilleur allié, le pays avec lequel nous étions le plus d'accord sur la Syrie. Les Freedom Fries étaient déjà loin. Les Britanniques, en revanche, étaient ceux dont nous avions le sentiment qu'ils nous avaient abandonnés plutôt que la France. Je pense que ça a eu un effet. Bien sûr, le vote du Parlement britannique a eu un effet. Mais les États-Unis ne suivent plus les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui suivent les États-Unis. Barack Obama lui-même est ambivalent sur le fait de s'engager dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Un soir, il va marcher sur la pelouse sud de la Maison-Blanche avec son directeur de cabinet, Denis McDonough. Ils font le tour en marchant, encore et encore, pendant 40 minutes en discutant. Et c'est là qu'il se dit « Je vais aller devant le Congrès et leur demander de voter ». Il n'y a aucun congrès dans aucun pays qui peut entériner ce genre de choses. Ils entérinent quoi? C'est une agression qu'ils entérinent, parce que tout ce qui ne correspond pas au cadre défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies est une agression, à l'exception de la légitime défense. 4 jours plus tard, Barack Obama retrouve Vladimir Poutine, principal allié de Damas. Malgré les sourires de façade, l'ambiance est glaciale lors de ce sommet du G20 à Saint-Pétersbourg. Guerre en Syrie, asile accordé à l'ancien agent de la NSA Edward Snowden, les sujets de friction n'ont jamais été aussi nombreux entre les deux hommes. C'est pourtant là qu'une ébauche de sortie de crise voit le jour. Le président Poutine prend le président Obama à part lors de ce G20. Ils s'assoient sur des chaises dans un coin de la pièce pendant que les autres chefs d'État les observent. Lors de cette conversation, le président Poutine ressort cette idée de coopération pour sécuriser les armes chimiques. Obama n'est pas sûr, il est sceptique, ne sait pas trop si c'est une offre sérieuse ou pas. Il en parle à John Kerry, et Kerry fait une déclaration quelques jours plus tard lors d'une conférence de presse. Un journaliste lui demande ce que la Syrie doit faire pour éviter une attaque. Elle peut remettre toutes les armes chimiques qu'elle a à la communauté internationale la semaine prochaine. Les abandonner, toutes. Cela apparaît soudain comme une vraie possibilité, mais les gens n'ont pas prêté attention à sa phrase suivante qui était « Mais ça n'arrivera pas ». Il a dit ça comme pour lancer un débat, pas comme quelque chose de sérieux. Mais quand il reprend son avion, il reçoit un coup de téléphone de Sergei Lavrov qui lui dit « J'ai vu votre déclaration, nous allons faire cette proposition publiquement, nous allons réellement le faire ». Kerry lui répond « Écoutez, on ne va pas jouer à un jeu, ça ne peut marcher que si vous êtes sérieux ». Et Lavrov lui dit « On est sérieux ». Kerry a dit d'une manière surprenante une phrase qui n'a pas été très bien réfléchie. Mais non, c'était quelque chose de très bien réfléchi. Les Russes ont roulé notre secrétaire d'État dans la farine. Ça a été terriblement mal géré. Ça a été un coup énorme pour notre prestige et notre influence dans le monde. Et nous en voyons les répercussions avec ce que fait Vladimir Poutine en Crimée et dans l'est de l'Ukraine pendant que nous parlons. Les États-Unis d'Amérique sont en déclin. Selon l'opposition syrienne, Israël, officiellement en guerre avec Damas depuis près de 50 ans, pousserait également Washington à accepter. Les Israéliens avaient peur de cette arme de dissuasion qui s'appelle les armes chimiques et ils voulaient cette arme. Ils ont demandé cette arme des Américains. Shimon Peres, le président israélien, a dit 2 jours après l'utilisation des armes chimiques, les Syriens doivent délivrer leurs armes chimiques et il doit être détruite. Pour nous, l'arme chimique dont nous disposions avait seulement une seule motivation, un seul objectif, une seule raison, c'est de dissuader les Israéliens au cas où ils penseraient ou ils songeraient à utiliser l'arme nucléaire contre nous. Washington donne donc son feu vert aux Russes. Pour la première fois, un pays en guerre va se débarrasser de ses armes chimiques. La France insiste pour encadrer plus sévèrement ce démantèlement.
Mais la Russie, comme les États-Unis, n'en tiennent pas compte et négocient en tête-à-tête. Début octobre, les premiers équipements chimiques et autres têtes de missiles sont détruits ou désarmés. Damas a désormais jusqu'au 30 juin pour se séparer de tout son arsenal, mais le processus a déjà pris du retard. Le gouvernement syrien freine sur la destruction des armes chimiques. Dans les notes que j'ai vues hier, c'est seulement 5% des armes chimiques qui étaient en train de sortir de Syrie, alors qu'au 1er février, on devait être à 100%. C'est pas vrai que le régime est prêt à délivrer les armes chimiques en Syrie, toutes les armes chimiques en Syrie. Il n'y a aucun moyen de savoir si le régime syrien a vraiment déclaré toutes ces armes chimiques. Et la plupart des gouvernements occidentaux ne pensent pas qu'il ait tout déclaré, mais bien qu'il va en garder comme moyen de dissuasion face aux rebelles. Il y a des rapports qui indiquent que des armes chimiques ont été utilisées récemment, ce qui ne me surprendrait pas. Mais je crois qu'il va vraiment prendre tout son temps pour faire sortir du pays ces armes chimiques. Le processus est déjà lent parce qu'il sait qu'il n'y aura aucune attaque contre lui tant que les armes chimiques seront en cours de transfert. Donc, c'est une grande tragédie. La conséquence fâcheuse de tout ça, c'est qu'en coopérant avec Bachar el-Assad pour détruire ses armes chimiques, la communauté internationale, les États-Unis et la France sont en quelque sorte dans le même lit que lui. Bachar al-Assad sait très bien que son utilité aux yeux des États-Unis, de l'Europe, de la Russie et des autres va s'envoler une fois qu'il aura abandonné ses armes chimiques. Après ça, il ne sera plus que le plus puissant chef de guerre en Syrie. Donc, il joue la montre, comme toujours. C'est une honte. Utiliser le fait qu'ils se séparent de leurs armes chimiques comme raison pour ne pas aider ceux qui se battent et meurent au moment où l'on parle. D'autant qu'un deuxième front s'est engagé sur le terrain. Les rebelles se battent toujours contre les forces gouvernementales, mais aussi depuis plusieurs mois contre les groupes djihadistes qui montent en puissance. L'opposition accuse Bachar el-Assad de jouer cette carte islamiste, de renforcer ces groupes pour détourner le regard de l'Occident et se maintenir au pouvoir. Le régime Assad, depuis le massacre de Hama en 1982, a toujours essayé de dépeindre l'ensemble de l'opposition comme des djihadistes soutenus par l'étranger qui se soulèvent contre l'État. Il le fait pour la rendre illégitime. Et pour réaliser cette prophétie, il a relâché beaucoup de personnalités salafistes et djihadistes qui étaient emprisonnées. Nous n'avons pas libéré des djihadistes des prisons syriennes, non, ça c'est faux. Ce n'est pas une information crédible. Évidemment, les autorités syriennes ont relâché, ont libéré des ressortissants syriens. Il se peut que parmi eux, il y avait quelques djihadistes, mais ça ne veut pas dire pour autant que les autorités syriennes les ont relâchés tout en connaissance de cause. Non, c'est pas vrai. Bachar el-Jafari est un grand menteur. Ils ont libéré, par exemple, Cheikh Zahran al-Louch, le dirigeant de Jabhat al-Islamiyya, du Front islamique. Il était en prison, il a été libéré. Bachar el-Assad a parlé des organisations islamistes dès le premier jour. Et comme il n'y avait pas des organisations islamistes, il avait essayé de les fabriquer. Il y a aujourd'hui 26 000 islamistes radicaux en Syrie, 7 000 combattants étrangers, dont certains viennent de France. Ces gens sont les plus extrêmes. Et il est intéressant de voir que dans les zones qu'ils contrôlent, Bachar el-Assad ne mène pas d'attaque. Nous avons affaire à une campagne de laisser faire les terroristes à travers nos frontières. Je parle de la présence de 80 000 terroristes étrangers venant de 83 pays, sponsorisés par les Saoudiens, traînés par les Américains et les Français, facilités logistiquement parlant par les autorités turques, etc., etc. Après avoir voulu donner l'image d'un État de bonne foi qui coopère en se débarrassant de son arsenal chimique, Damas a accepté de s'engager dans un processus de négociation politique qui reste à ce jour dans l'impasse. Fin janvier, pour la toute première fois, le régime s'est donc assis à la même table qu'une délégation de l'opposition lors de la conférence de Genève 2. Depuis 3 ans, ceux qui se battaient contre lui étaient pourtant tous qualifiés de terroristes par le gouvernement syrien.
Combattre le terrorisme est une chose et se mettre d'accord avec l'opposition politique en est une autre. Ce sont deux lignes parallèles qui ne se recoupent pas. Un camp ne peut pas battre l'autre militairement. Il va falloir une solution négociée. Le problème, c'est que le régime Assad veut que cet organe de transition en Syrie soit basé sur une réélection de Bachar el-Assad pour un 3e mandat de président. Ou bien vous faites les élections et vous êtes démocrate, tout le monde vous respecte, en dépit des circonstances qui prévalent. Ou bien vous ne faites pas d'élections et tout le monde, vous aurez tout le monde sur votre dos, vous critiquant pour ne pas faire les élections. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Quelles élections présidentielles? C'est de la folie. Avec qui? Il y a 4 millions de Syriens maintenant à l'extérieur et il y a 5 millions dans le pays, ou 6 millions dans le pays qui n'ont pas un habitat. Et il y a 4 millions qui sont dans d'autres régions. Avec qui il va organiser les élections libres? Il n'y a pas de bonne option aujourd'hui en Syrie. La pire option est de ne rien faire. C'est la pire. On ne va pas changer la situation sur le champ de bataille avec des demi-mesures. Il faut abattre ces hélicoptères qui larguent des barils d'explosifs. Il faut des armes anti-chars. Sinon, cette impasse et ces massacres vont continuer. Je ne suis pas seulement frustré, je suis complètement désespéré en vérité de la communauté internationale et de la justice internationale, de la justice humaine. Les armes chimiques sont horribles. Elles sèment le chaos et font beaucoup souffrir ceux qui sont touchés. Mais plus de personnes, bien plus de personnes ont été tuées par des armes conventionnelles et il ne faut vraiment pas l'oublier. En 2011, alors que le monde parlait encore de révolution et pas de guerre en Syrie, les dirigeants occidentaux prédisaient une chute de Bachar el-Assad dans les semaines ou les mois à venir. 3 ans plus tard, le président syrien est toujours là, peut-être plus fort que jamais face à une opposition très divisée et une communauté internationale en panne de solutions. Plus aucune ligne rouge ne semble aujourd'hui menacer le pouvoir syrien.